Une petite fille agit bizarrement chez le médecin. L'échographie commence et la pédiatre fuit la pièce. Un homme emmène une fillette à un simple rendez-vous médical. Elle ne parle pas. Elle fixe le sol. À chaque question, elle hoche à peine la tête. Tout semble normal. Mais la pédiatre ressent un malaise inexplicable. Par précaution, elle lance une échographie. Et là, en une seconde, tout bascule. Son visage se fige, sa main tremble. Elle quitte la salle en silence. Quelques minutes plus tard, la police entre. Et l'homme, ce n'est pas son père. Abonne-toi si tu crois que certaines intuitions sauvent des vies. Ici, on raconte des histoires vraies, des histoires qui dérangent, qui exposent la vérité et qui redonnent une voix à ceux qu'on a voulu faire taire. Lundi matin, salle d'attente d'un centre pédiatrique en banlieue parisienne. L'homme tient la petite fille par l'épaule. Il ne parle pas beaucoup. Elle non plus. Elle a peut-être 7 ou 8 ans. Des tresses serrées, un vieux sweat à capuche, des baskets trop grandes. Elle regarde le sol. Pas une fois elle ne lève les yeux. Quand la secrétaire appelle leur nom, c'est lui qui répond. Elle suit comme une ombre. Dans le cabinet, la pédiatre, docteur Delmas, les accueille avec un sourire mécanique. Elle est à la bourre. 6 patients déjà, pas de pause. Bonjour jeune fille. Comment tu t'appelles ? Silence. L'homme répond à sa place. Inaya. La médecin note. Tu es fatiguée ? T'as mal quelque part ? La fillette hoche à peine la tête, toujours sans parler. Elle est restée comme ça. Timide, explique l'homme. D'accord, on va faire un petit check-up. Elle commence l'auscultation. Cœur, poumon, tout semble normal. Mais quelque chose la dérange, pas physiquement, intuitivement, la manière dont la main de l'homme reste sur l'épaule de la fillette, la façon dont la petite ne le regarde jamais, ni elle d'ailleurs. On va faire une échographie abdominale, juste pour vérifier. C'est nécessaire ? Demande l'homme. C'est la procédure. Elle installe l'enfant sur la table. L'écran s'allume. Le gel froid, la sonde, les bip-bip familiers. Puis, quelque chose. Une image. Floue d'abord. Puis claire. Trop claire. Anormale. La pédiatre arrête son geste. Se fige. Le souffle coupé. Elle regarde l'homme. Il fixe l'écran, impassible. Elle déglutit, pose la sonde, essuie le gel. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Elle sort du cabinet, ferme la porte, et s'effondre à moitié dans le couloir. Elle compose un numéro interne, puis un autre. Main tremblante, regard vide. 10 minutes plus tard, 2 agents de police entrent discrètement dans la salle. L'homme ne bouge pas. Inaya, elle, ne regarde toujours personne. Mais pour la première fois, ses épaules se relâchent. Le cabinet médical était maintenant bouclé. 2 policiers en civil interrogent l'homme dans la salle d'auscultation. Il reste calme, trop calme. Il dit s'appeler Rachid Benima. Il affirme être le père de l'enfant. Il montre une photocopie froissée d'un certificat de naissance. Le nom Inaya y figure, mais le papier semble ancien, presque effacé. Un des agents sort, l'autre reste et observe. La fillette, elle, est assise sur la table d'examen. Immobile, les yeux dans le vide. La docteure Delmas, dans le couloir, attend. Elle ne tremble plus. Elle est passée en mode automatique. Elle sait ce qu'elle a vu, ce que personne ne veut voir, ce que tout médecin redoute. L'échographie a révélé des signes de traumatisme, interne, non accidentel, et surtout ancien. Ce n'est pas une blessure récente, c'est une trace, une mémoire imprimée dans le corps. Un 3e policier arrive, cette fois avec une assistante sociale. Elle s'agenouille devant la fillette, doucement. « Bonjour Inaya, je m'appelle Élise, je suis là pour toi. Tu peux me parler si tu veux. » La petite ne répond pas, mais ses yeux clignent. 1 fois, 2 fois. C'est un début. Dans le bureau à côté, les policiers interrogent encore l'homme. « Où est la mère ? » ?»« Partie depuis 3 ans. Je l'élève seule. »« L'enfant est scolarisé ? » ?»« Oui, à l'école Jean Jaurès, dans le 19e. »« On vérifiera, il note tout. Chaque mot, chaque hésitation. » L'un d'eux consulte rapidement la base de données interne. Aucun Rachid Benima ne figure comme tuteur légal d'une Inaya dans ce secteur. Premier signal. L'assistante sociale sort du cabinet. Elle hoche la tête vers les policiers. Elle ne parle pas, mais elle écoute. Et elle comprend. Elle a hoché la tête quand je lui ai demandé si elle connaissait cet homme. Et elle a dit non. À 16h40, le parquet est alerté. À 17h10, l'homme est placé en garde à vue. À 17h35,
Inaya est transportée à l'hôpital Necker, en unité médico-légale pédiatrique. Dans l'ambulance, elle regarde enfin par la fenêtre, et ses mains, jusque-là crispées, s'ouvrent, comme si son corps comprenait avant elle que la fuite est finie. L'unité médico-légale pédiatrique de l'hôpital Necker est à la fois trop silencieuse et trop blanche. Les murs décorés de dessins n'effacent pas l'attention. Inaya est installée dans une chambre individuelle. Une infirmière l'aide à se changer. Elle ne dit rien. Mais elle coopère. Elle ne fuit pas. Plus maintenant. Une pédopsychiatre arrive en début de soirée. Docteur Lefebvre. Spécialisée dans les cas de trauma lourds, elle ne pose pas de questions au début. Elle entre, s'assied à bonne distance et commence à dessiner, sur une feuille vierge, en silence. Inaya la regarde, un peu, puis prend un crayon. Elle ne dessine pas une maison, ni un bonhomme. Elle trace un carré, puis une chaise, puis une autre, puis une porte sans poignée. Docteur Lefebvre ne dit toujours rien. Mais elle comprend. Le lendemain matin, c'est l'examen médical complet. Pas d'anesthésie, pas de panique. L'enfant ne pleure pas. Les gestes sont lents, professionnels. Le rapport est rédigé 2 heures plus tard. Il parle de lésions anciennes compatibles avec des abus répétés, de marques spécifiques, et surtout, de violences non compatibles avec une cause accidentelle. Le parquet reçoit le document. L'affaire change de nature. Ce n'est plus une suspicion, c'est une certitude. Le père est toujours en garde à vue. Il nie. Il accuse la mère disparue. Il parle de cauchemar, d'instabilité émotionnelle de l'enfant. Mais il n'a pas de preuves, pas de traces légales de filiation. Et surtout, aucun lien affectif détectable. L'assistante sociale revient voir Inaya. Elle lui apporte un ours en peluche. Il s'appelle Théo. Elle lui demande si elle veut qu'il reste là. Inaya hoche la tête, puis chuchote. Il peut rester, mais pas sur le lit. À côté. C'est la première phrase. Une phrase simple, banale. Mais dans le regard de l'équipe, c'est un séisme. La parole est possible. 2 jours plus tard, lors d'une nouvelle session avec la pédopsychiatre, Inaya parle encore. Plus clair. Elle dit une phrase, une seule. Je devais jamais parler. Il disait que j'étais pas censé exister. Silence dans la pièce. La psychologue note et laisse tomber son stylo. Ce soir-là, Inaya dort. Pour la première fois sans réveil en sursaut. Le corps commence à se réparer. Lentement. Très lentement. Mais il a compris que le danger n'est plus là. Le procureur ordonne une enquête d'identité approfondie. Le nom Inaya Benima n'existe dans aucune base scolaire, aucun registre de sécurité sociale, ni même dans les fichiers de naissance. Le certificat présenté par l'homme est un faux, imprimé sur du vrai papier, mais trafiqué. Le service de la protection de l'enfance confirme « l'enfant n'a jamais été suivi officiellement. C'est une enfant sans existence légale. » Alors qui est-elle et d'où vient-elle? La brigade de protection des mineurs entre en jeu. Ils reprennent tout depuis le début. Ils passent au peigne fin le passé du suspect. Rachid Benima, faux nom. En réalité, il s'appelle Yassine A., né au Maroc, signalé dans une vieille enquête pour exploitation domestique en 2016. Aucune condamnation. Disparu depuis. Jusqu'à aujourd'hui, ils interrogent des voisins. Ceux d'un ancien logement dans le 93. Une femme se souvient d'un homme bizarre qui ne sortait jamais avec l'enfant. Une autre dit l'avoir vu une fois à la fenêtre, seule, en hiver, sans manteau. Un voisin confirme. Je pensais que c'était sa nièce. Il disait qu'elle n'aimait pas l'école, qu'il faisait l'école à la maison. L'école, aucun dossier, aucun suivi, aucune vaccination, aucune inscription nulle part. La police retrouve une adresse abandonnée, un studio insalubre. À l'intérieur, un matelas par terre, une petite armoire, des cahiers déchirés, des assiettes en plastique et des marques. Sur les murs, petites, sombres, des traits comptés à la verticale. Chaque trait, un jour enfermé, dans un tiroir, une photo. Une femme souriante, tenant une fillette plus jeune, même regard, même tresse. Derrière, au stylo, Inaya, 3 ans, Marseille. Mais la femme sur la photo n'est pas retrouvée, pas dans les fichiers de l'état civil, pas dans les bases des hôpitaux. Elle aussi semble avoir disparu. On commence à parler d'un réseau, ou d'un enlèvement, d'un élevage caché. Un enquêteur lâche. On ne sait même pas si elle est née ici, mais on sait qu'elle a été invisible. Trop longtemps. Pendant ce temps, à l'hôpital, Inaya commence à parler davantage. Elle ne donne pas de nom.
Mais elle dessine. Des cages, des serrures, une pièce sans fenêtre, et un homme qui regarde, mais ne parle jamais. Ce qu'elle raconte, sans le dire, glace tout le monde. Elle n'a pas été oubliée. Elle a été effacée volontairement. La photo trouvée dans le tiroir devient la seule piste concrète. Une femme souriante, jeune, tenue simple, regard fatigué mais tendre. Les experts l'envoient à la reconnaissance faciale. Résultat, pas de correspondance dans les fichiers nationaux. Ni Interpol, ni CAF, ni hôpitaux. Rien. Comme si cette femme n'avait jamais existé. Mais un détail attire l'attention d'un enquêteur. Sur la photo, en arrière-plan, un logo à moitié effacé, Clinique Sainte-Marguerite, Marseille. L'équipe descend sur place. Une clinique privée, aujourd'hui fermée. Mais les archives physiques existent encore. Après 3 jours de fouilles, ils trouvent un dossier de maternité de 2015. Patient, femme inconnue, entrée sous fausse identité, accouchement sans complications, aucun nom. Juste un bracelet hôpital inscrit INA 0708. La date de naissance d'Inaya. Elle est donc bien née, ici, en France. Mais sa mère n'a jamais donné sa vraie identité. Elle est repartie le lendemain avec le bébé. Aucun suivi, aucun retour. La police publie discrètement l'image de la femme dans certains réseaux médicaux et sociaux. Et un jour, une infirmière d'un foyer pour femmes en difficulté appelle. Cette femme, elle a vécu ici en 2016. Elle s'appelait Zineb. Elle avait une petite. Elle disait fuir un homme. Mais un soir, elle n'est jamais revenue. La chambre était vide. Tout avait disparu. Pendant ce temps, à l'hôpital, Inaya continue ses dessins. Elle parle de moins en moins de l'homme. Mais un matin, une éducatrice lui tend une crème hydratante. Une marque banale, odeur de figue. Inaya s'arrête. Elle la sent. Puis chuchote. Maman avait ça. Toujours. Sur ses mains. L'équipe appelle immédiatement la psychologue. Pour la première fois, un lien réel. Une émotion. Un souvenir doux. Quelques jours plus tard, une femme se présente à l'accueil de l'hôpital. Elle tremble. Elle demande « Est-ce qu'une petite fille de 7 ans, prénommée Inaya, est ici ?» C'est elle. Zineb. Son identité est vérifiée, ses empreintes comparées, sa voix enregistrée. Inaya la voit depuis la chambre, hésite. Puis s'approche doucement. Très doucement. Elle ne crie pas « maman ». Elle ne court pas. Elle la regarde, longtemps. Puis dit « Tu sens pareil ». Et elle la prend dans ses bras. Zineb est assise dans une pièce blanche face à 2 inspecteurs. Elle tient un gobelet de thé qu'elle ne boit pas. Ses mains tremblent. Mais sa voix, elle, est droite. Claire. Il s'appelait Yacine. Je l'ai rencontré en 2014. Il m'a proposé un logement, de l'aide. J'étais seule, enceinte. Ma famille m'a coupée. Lui, il m'écoutait. Il parlait doucement. Il disait que les femmes seules, comme moi, étaient des cibles pour l'État, pour les juges. Elle s'interrompt. Respire. Quand Inaya était née, il était là. Mais je n'ai jamais su si c'était pour elle ou pour moi. Il m'a convaincu de ne pas la déclarer. Il disait que l'administration allait m'enlever ma fille. J'ai eu peur. Alors on est parti. Les policiers notent. L'un d'eux demande. Et ensuite, il a commencé à contrôler. Je n'avais pas le droit de sortir sans lui. Pas le droit d'aller à l'école. Ni pour moi, ni pour elle. Pas de médecin. Pas de voisin. Juste lui. Il disait que le monde voulait nous détruire. Qu'il fallait se cacher. Elle fixe ses genoux. Et quand je posais des questions, il devenait froid, silencieux, et parfois violent. Pas des coups, pas tout de suite, mais des gestes secs, des mots qui détruisent. Il me disait que je ne servais à rien, qu'Inaya lui appartenait. Vous avez essayé de fuir ? Oui, 2 fois. La première, il m'a retrouvé dans un foyer. Je n'avais pas osé parler. Il a pleuré, m'a demandé pardon, et je suis revenu. La deuxième, j'ai laissé Inaya avec lui, parce que je pensais qu'il ne me poursuivrait pas si elle restait. Je voulais chercher de l'aide, un avocat, un refuge, mais j'ai été arrêté dans un contrôle, sans papier, j'ai paniqué, et j'ai disparu. Ses yeux se remplissent de larmes. Je l'ai abandonné, je le sais, et je le porterai toute ma vie, mais je ne savais pas comment la sauver autrement. Silence. L'agent hoche la tête. Ce que vous avez fait n'est pas juste, mais ce que vous racontez confirme tout ce qu'on a vu. Zineb signe sa déposition. Puis demande une seule chose. Est-ce que je peux la voir, ce soir ? Juste lui lire une histoire, une seule ? Plus tard, dans la chambre, Inaya est allongée.
Zineb entre. Elle lit doucement, presque sans voix. L'enfant ne dort pas. Elle l'écoute. Et avant de fermer les yeux, elle murmure « Tu m'as laissé. Mais je t'ai attendu quand même. » Le procès s'ouvre un jeudi matin, au tribunal de grande instance. L'affaire fait la une de certains journaux. Enfant sans existence, mère en fuite, prédateur silencieux. Mais l'ambiance dans la salle est froide. Pas de cris, juste des regards, des silences. Yacine est assis dans le box. Costume gris mal taillé, il ne parle presque pas. Ses avocats évoquent une relation compliquée mais jamais violente. Ils disent que l'enfant n'a jamais manqué de toit ni de nourriture. Ils disent que Zineb était instable, absente, perdue. Mais le rapport médical était là. Les dessins d'Inaïa, les enregistrements des séances avec la psychologue, les témoignages des voisins. Zineb, elle, reste droite à la barre. Elle ne se défend pas. Elle confirme. Elle raconte. Elle assume. Mais chaque mot lui coûte. Car à chaque mot, elle regarde sa fille dans la salle entourée de 2 éducateurs. Inaïa ne la lâche pas des yeux. Le procureur est ferme. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un excès. C'est une captation d'enfance. Une vie volée. Une fillette invisible pendant 7 ans. Et un homme qui se croyait propriétaire d'un être humain. L'avocat de la défense tente une diversion. Et la mère, elle n'a rien dit, rien fait. Elle est responsable aussi. Mais le juge répond, sans hausser la voix, elle a fui, mal, trop tard. Mais elle a fui. Lui, il est resté. Il a construit ce silence. Et il l'a habité. Après 3 jours d'audience, le verdict tombe, 15 ans de réclusion criminelle, avec obligation de suivi psychologique à vie. Interdiction absolue d'approcher l'enfant. Zineb sort de la salle en larmes. Pas de soulagement. Pas encore. Mais un poids qui glisse. Inaïa la regarde depuis le banc. Elle ne sourit pas. Mais elle s'approche et lui dit « On n'est pas encore à la maison, mais c'est déjà plus une cage. » Le soir, dans son nouveau foyer d'accueil, Inaïa écrit sur un petit carnet donné par l'éducatrice « Je suis née 2 fois. La première, personne ne m'a vue. La deuxième, quelqu'un a dit « Elle est là. » 3 mois après le procès. Le printemps entre timidement par les fenêtres du foyer. Inaïa a désormais une chambre à elle, petite, lumineuse, une étagère avec quelques livres, un poster d'une étoile avec écrit en lettres rondes « Je ne brille pas pour qu'on me voie. Je brille parce que j'existe. » Zineb vient la voir chaque semaine, toujours encadrée, toujours avec une assistante, mais cette fois, il n'y a plus de gêne. Elle parle, du passé, du futur, et parfois, de rien. Ce rien qu'elles n'ont jamais eu. Ce rien qui n'est pas vide, mais doux. Un matin, l'éducatrice lui tend une enveloppe. « C'est pour toi, c'est une proposition. » À l'intérieur, une lettre du juge des affaires familiales. On y parle d'un placement long terme possible, chez une famille d'accueil, stable, chaleureuse, un couple qui a déjà accompagné des enfants victimes de violences, ou possibilité de rester avec sa mère. Progressivement, si elle le souhaite, c'est à elle de choisir. Pas demain, pas dans l'urgence, mais bientôt. Ce soir-là, Inaïa reste seule dans sa chambre. Elle ouvre son carnet. Elle écrit « Si on m'avait demandé avant, j'aurais juste voulu qu'on me voie. Maintenant qu'on me voit, je veux juste pouvoir dire oui ou non, et que ça compte. » Quelques jours plus tard, elle marche dans un parc, main dans la main avec Zineb. Elle la regarde puis demande « Si je dis que je veux aller chez d'autres gens, tu seras triste ?» Zineb s'arrête. « Oui, mais je serai fière, parce que ce sera toi qui choisis. Pas moi, pas lui. Toi. » Inaïa hoche la tête. « Alors je vais réfléchir encore un peu. Mais je suis contente de pouvoir réfléchir. Avant, je pouvais juste obéir. » Elle continue de marcher. Pas de promesses, pas de drapeau blanc, mais de l'espace. Pour vivre, pour respirer, pour recommencer. Et quelque part, au fond d'elle, une voix nouvelle pousse doucement. Pas une voix de peur, une voix à elle.